Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je vous reçois dans mon studio avec les micros qui sont tournés du côté de Samuel Leroy. Il est chanteur et il a un concept. Il a créé en fait un livre pour une chanson. Vous allez tout savoir grâce à lui parce qu'on va le retrouver d'ici quelques minutes. Mais juste avant, je voulais vous dire que je recherche un sponsor pour Les Experts. Donc, si vous êtes une marque, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez effectivement défendre une identité qui défend les informations des entrepreneurs, eh bien, vous pouvez me contacter directement sur mon mail contact@libre-antenne.fr contact@libre-antenne.fr. Bonjour Samuel. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler effectivement d'abord de ton parcours et ensuite de ce concept un livre, une chanson? Mon parcours, j'ai chopé le virus de la chanson française très jeune, très tôt. Alors d'abord en écoutant beaucoup de chansons, en piquant les disques de ma grande sœur, en piquant les disques de ma mère, de mon père, voilà. Je me suis fait ma culture comme ça. Et puis très vite, à l'adolescence, j'ai voulu passer à l'action, donc j'ai voulu écrire moi-même des chansons. Donc à l'âge de 11 ans, à l'aide d'un petit clavier, d'une guitare pratiquement accordée justement, et un stylo et un papier, j'ai commencé à faire mes premières chansons. Et puis voilà, j'ai suivi une formation professionnelle en tant que pianiste en 1998 au Centre des musiques actuelles de Valenciennes. Toujours en composant en parallèle, parce que moi ce qui m'anime c'est la création de chansons. Et puis nous voilà bientôt en 2022. D'accord. Et là, donc, tu viens de créer un concept qui s'appelle un livre, une chanson. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors un livre, une chanson, comme son nom l'indique, c'est un album qui rend hommage à la littérature francophone. Chaque chanson parle d'un roman. Donc il y a 10 chansons. Donc on peut imaginer qu'il y a 10 romans finalement en résumé. C'est un peu la bande originale du livre. Voilà ce que je propose sur ce disque-là. C'est intéressant comme concept. Mais par contre, effectivement, tu as fait une sélection au niveau des livres. Comment tu t'y es pris? C'est vraiment en discutant avec les auteurs, parce que une fois n'est pas coutume, sur ce disque-là, je n'ai absolument rien écrit en termes de paroles. J'ai fait toutes les musiques, mais pour les paroles, j'ai fait appel justement à des auteurs que j'aime, quoi. Et c'est en discutant avec eux que tout naturellement, on est tombé d'accord sur des romans. D'accord. Et comment tu perçois le milieu de la musique aujourd'hui? Moi, je trouve que par exemple, les chansons sont de plus en plus courtes. Avant, c'était des 3 minutes, c'était des 4 minutes, etc. Maintenant, c'est souvent des 2 minutes 56, 2 minutes 14, etc. Ça, c'est le diktat du standard, j'ai envie de dire. Donc, chaque décennie a ses codes. Et je pense que comme on est vraiment dans la génération vidéo où l'image est vraiment associée à la musique, entre guillemets, je parlais des clips, et que les utilisateurs ont tendance à vite zapper. Je pense que c'est plus tu fais une chanson en fait courte, plus t'as de vues. En fait, c'est uniquement, c'est ma vision, c'est ma vision de la chose. Après, c'est pas parole d'évangile, mais puis voilà, puis on est dans une société quand même de plus en plus aseptisée, donc effectivement dans les années 70 on pouvait avoir des morceaux de 8 minutes, 9 minutes, des Pink Floyd, des Led Zeppelin, et ça pouvait passer en pleine nuit sur quelques radios. Maintenant c'est vrai qu'il y a un petit peu on est un petit peu, comment dire, tributaire, même beaucoup tributaire d'un timing. Voilà, en l'occurrence, faut pas dépasser 3 minutes, quoi. Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu as des gens qui t'ont donné envie de faire de la musique? Des gens qui m'ont donné envie de faire de la musique, oui, il y en a eu pléthore, j'ai envie de dire. Déjà, il y a eu ma mère, parce que ma mère, elle chante beaucoup, et elle faisait de la guitare, là, vraiment en dilettante, mais elle a même fait une chanson en hommage à Jacques Brel quand elle avait 20 ans, ou quand elle avait 30 ans. Et comme dans la maison, on écoutait beaucoup de chansons, inévitablement, ça m'a beaucoup impacté, ça. Mon oncle, j'ai un de mes oncles qui est également guitariste et qui chantait dans des bals quand il était plus jeune. Et donc il m'a transmis
des accords de base au piano et à la guitare, et après je me suis démerdé avec ça. Et puis après il y a des artistes, hein, les artistes, ça va de Brassens à Renaud, à Ferrat, Gainsbourg, plein de groupes anglo-saxons également, hein, les Simple Minds, Super 30, des groupes comme ça. Enfin bon, il y a plein d'artistes qui m'ont filé envie de faire des chansons. Alors, quel est ton public habituellement? Bah, j'ai un public, on va dire, familial, hein, donc c'est bon. Des fois, il y a des gros mots dans mes chansons, donc je préviens quand même si les gens, hein, s'il y a des âmes sensibles par moment, hein, pas dans toutes mes chansons, mais dans quelques-unes, il y a des gros mots. Mais sinon, oui, c'est un public familial. Je m'adresse en tout cas à un public familial. J'ai pas de cible particulière. D'accord. Un livre, une chanson. Je suppose que tu as soigné également les pochettes, parce que les gens aiment bien avoir les pochettes sur un CD ou un livret. Est-ce que effectivement ça a été un travail méticuleux, ça? Oui, mais j'ai eu de la chance parce que c'est ma femme qui a eu la trouvaille de la pochette et de toute la conception de la pochette. Donc c'est à Émilie Leroy, hein, que l'on doit ce beau visuel. L'idée en fait d'être entouré de livres, ça fait une très belle pochette d'album, quoi. Et puis il y a l'artiste Vincent qui m'a fait des dessins magnifiques pour accompagner chaque parole de chanson. Donc on a vraiment fait gaffe au visuel. C'est-à-dire que si on veut encore avoir quelques espérances de vendre des disques, même à mon échelle d'artistes autoproduits, d'artistes indépendants, il faut quand même soigner le visuel, entre guillemets. C'est pas que je prenne le public pour des mouches, c'est pas ça, mais pour qu'on comprenne bien, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, comme on dit, hein. Donc voilà, et puis c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde d'avoir un joli objet dans les mains plutôt qu'un truc qui a été fait à l'arrache, à la va-vite et puis sans goût, quoi. Bon. Quels sont les 2 livres qui t'ont marqué? Les 2 livres? Ouais, à titre personnel, hein. Il y en a beaucoup plus que 2. Alors, je vais parler de 2 auteurs différents. J'aime bien faire, non pas physiquement, mais cérébralement, j'aime bien faire le grand écart. Je vais parler d'Émile Zola dans les classiques, dans les auteurs du 19e, et Frédéric Dard. Donc, vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. Entre San Antonio et les Rougon-Macquart, on est très loin. Et on est très loin, et finalement, on n'est pas si loin que ça, puisqu'il y a 2 génies de la littérature qui savent manier la langue comme personne, donc et chacun dans leur style. Quelle est la politique de diffusion d'un livre, une chanson, en fait? Tu arrives à être diffusé facilement sur les radios FM, les radios associatives? Bon, les réseaux, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais par contre, les web radios, je pense que les web radios soutiennent ce projet, non? Oui, pour l'instant, ça démarre tout doucement, mais plutôt pas mal. Voilà. Après, on va pas se mentir, ce qui va faire beaucoup parler du projet, c'est quand même les scènes. La vocation quand même d'une chanson, c'est d'être chantée en public, même si c'est très bien. Évidemment, je suis très heureux de te parler avec toi de ce projet et d'être diffusé sur des radios, que ce soit la radio locale, des web radios ou des radios nationales. C'est plus rare, mais ça m'arrive. Donc voilà, mais après, moi en tant que chanteur aussi, j'ai envie d'aller les défendre sur une scène. Ça brûle un peu, quoi. Ça me dérange. Mais voilà, avec Maliprod, la structure qui m'accompagne depuis 2007, et puis maintenant Inouï Distribution, voilà, on se dépatouille on se dépatouille comme on peut, mais on va dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors sur une scène, justement, parlons un petit peu des personnes qui t'accompagnent. Tu as un batteur, tu as un guitariste, tu as un claviste? Pour le projet Un livre, une chanson, donc les scènes, elles vont commencer en mars 2022 en Lorraine. Et non, pour le coup, non, je suis accompagné par, alors je les cite à chaque fois, Eric Prados au piano, Julie Carle au basson et Alexandre Perroni au violoncelle. Voilà, donc on sera 4 sur scène. On est vraiment dans l'habillage classique, hein, comme sur le disque, piano, violoncelle, basson et puis un petit bout de guitare sur quelques titres. J'interviens à la guitare sur quelques titres.
Ok, on va rentrer en immersion dans l'interview. Cet album, ce projet, effectivement, t'a coûté cher à faire ou pas? Ça a été, c'était mûri, c'était un projet qui était mûri depuis pas mal de temps, et après t'as mis effectivement les fonds au fur et à mesure. Comment ça s'est passé? Oui, ça a été assez douloureux au niveau du porte-monnaie, mais j'ai eu la chance d'avoir plusieurs mécènes sur le coup. Et d'ailleurs, je voudrais les saluer. Alors, je ne vais pas dire leur nom parce que c'est quand même des gens qui veulent garder un peu l'anonymat, mais voilà, je voudrais remercier Johan, Laurent, Or, Joseph. J'ai eu quelques mécènes, hein, c'est le terme, hein, donc qui ont cru dans ce projet et qui ont investi parce qu'effectivement c'est un coût. On a été enregistré l'album à Toulouse au studio Capitole et on a pris un peu le temps. Enfin, on a pris le temps de bien faire les choses et on le sait bien hein, que le temps c'est de l'argent. Donc voilà. D'accord. Tu peux nous donner un coup par rapport effectivement à l'album pour les gens qui auront envie de créer leur album justement et d'avoir une vue, une perspective? Moi, je peux parler de mon expérience. Maintenant, un album un cas n'est pas l'autre, hein, évidemment. Vous avez des studios, ça va de 150 € la journée à un studio à 2000 € la journée. Vous voyez, donc la fourchette est très large. Et après, ça dépend le nombre de jours. Pour être le plus honnête possible, hein, ma réponse c'est ça. Ça dépend le nombre de jours que vous passez en studio et ça dépend quel studio vous décidez de choisir. Et puis après, il faut s'acquitter des droits SDRM, donc qui sont les droits liés aux droits d'auteur. Il y a le pressage du disque. Et puis après, il y a toute la promo. Il y a des musiciens à payer. Il y a le catering, hein, donc les frais de bouche, frais d'hébergement le cas échéant. Tout ça est très aléatoire, hein, Philippe, mais il y a tout ça à prendre en compte, en tout cas pour qui m'entend et qui voudrait faire un album. On pourra en parler un peu plus longuement au téléphone. Hein, tu peux filer mes coordonnées, mais c'est hyper aléatoire. Voilà. Comment ça se passe avec l'ingénieur du son? Je suppose que c'est la première personne, effectivement, comme en radio, par exemple, sur Radio France. Bon, t'as un technicien, t'as un animateur radio, donc c'est le technicien qui écoute effectivement l'animateur radio, qui est sa première oreille. Bon, là, la première oreille pour l'album, c'est l'ingénieur du son. Tout à fait. C'est vraiment c'est un partenaire de jeu. Et le travail bien sûr, hein, mais un partenaire de jeu parce qu'on parle quand même de plaisir, très 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 important. Et puis c'est un moteur essentiel. L'ingénieur du son, il doit avoir l'oreille. Il doit avoir l'oreille quand vous, artiste qui portez le projet, à bout de bras, quand vous êtes fatigué, par exemple, vous êtes arrivé en fin de journée, vous savez plus trop. Vous savez, c'est comme enfin, tu sais, pardon, c'est comme quand on conduit et que à un moment donné, on se dit, je vais te le dire 2 secondes, mais on a de la merde dans les yeux parce qu'on ça fait 10 heures de bagnole et que on voit plus trop bien, quoi. Bon, c'est pareil, le son, c'est pareil. Quand vous faites plusieurs heures d'affilée de son, vous finissez par plus trop savoir si vous êtes faux, si vous vous écartez, donc effectivement, l'ingénieur du son doit avoir, il sert un peu de garde-fou, si je puis dire, sur un projet comme ça. Donc vous devez vraiment avoir confiance en ingénieur du son. Voilà, moi en l'occurrence, j'étais avec Julien Couralet, donc du studio Capitole. Ça s'est très bien passé avec lui et il a été très vigilant au moment où moi je l'étais un petit peu moins. Et puis quand on était tous les deux au top, voilà, c'est toujours intéressant de discuter avec quelqu'un qui a un regard extérieur sur le projet. L'album a été tiré à combien d'exemplaires? Il a été pressé à combien d'exemplaires? On a fait ça à quelques milliers d'exemplaires. D'accord. Tu sais à peu près combien chaque album va te rapporter, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de frais. Tu parlais des studios d'enregistrement, après il y a la distribution, après effectivement il y a les distributeurs pour vendre le produit. Tu sais à peu près combien ça va te rapporter? Là aussi, information indicative pour les gens qui nous écoutent.
Franchement, ça dépend si vous vendez. Encore une fois, en fait, on est dans un métier où tout dépend. Tout dépend toujours de plein de choses. Ça dépend si vous vendez un disque comme ça à la fin d'un concert. Ça dépend si vous passez par la Fnac pour acheter le disque. Vous voyez, ça dépend si c'est des intermédiaires. Plus vous avez d'intermédiaires entre guillemets entre le disque et vous-même, enfin entre la personne qui va acheter le disque et vous-même artiste, et moins vous aurez dans la poche, fatalement. Maintenant, vous dire précisément combien ça me coûte, enfin combien je vais gagner, bien malin qui peut me le dire. Moi-même, je ne le sais pas. Ça, je peux faire le point, si vous voulez, à la fin d'une tournée ou à la fin quand on passe à un autre projet. On peut se dire bon bah tiens là avec tel album, je me suis fait un peu tant d'argent sur les ventes de disques, voilà. Mais là, quand un projet est en plein démarrage, si vous voulez. Je peux pas faire ça à l'unité, c'est pas à la pièce comme ça que je peux. C'est à la fin, quand on fera le bilan. Et quand j'aurai récupéré pas mal de billes à droite à gauche, là, je pourrais dire, bah tiens, ça m'a ramené ça. Alors, une petite question récurrente maintenant dans les experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Voilà, ça amuse les gens de poser cette question, donc je crois que tu as préparé ta réponse. Finalement, je l'ai pas préparé, tu sais, parce que j'aime tellement la spontanéité que bon, voilà. Non, mais je trouve que là où ça peut déstabiliser, c'est quand tu parles ouvertement d'argent. On est dans un pays où on parle pas beaucoup d'argent. Moi, ça me dérange pas trop d'en parler, mais enfin, ça peut parfois un peu déstabiliser un interviewé, si je puis dire. Maintenant, non, ce que j'aime bien, c'est que tu as une voix qui est très franche du collier, quoi. Donc tu vas franco de port, comme on dit. Donc, t'as ton style, Philippe. Merci pour la réponse. Comment tu te projettes dans un an, Samuel? Bon, alors là, comment je me projette dans un an? Infoutu de te répondre. Si tout va bien, je suis sur une scène, en train de faire mes chansons avec mes camarades musiciens, devant un public de plus en plus nombreux, et en train de semer ces perles rares que sont ces chansons là qui constituent l'album Un livre, une chanson. J'ai vraiment envie de défendre le projet sur les scènes de France et de Navarre. Donc voilà, j'espère que je serai sur scène dans un an et que je pourrai et que toutes ces histoires de virus seront peut-être pas loin derrière nous, parce que ça sera quand même encore frais, mais en tout cas que ces histoires seront derrière nous. Ça oui, j'espère. Allez, dernière question dans les experts pour ton interview. Samuel Leroy, chanteur, un livre, une chanson. Raconte-nous une journée type de travail. On va terminer avec ça. Voilà, du matin jusqu'au soir, comment ta journée se décompose? Je suis dans mon studio essentiellement, quand je suis pas parti. Là, par exemple, justement, avant que tu m'appelles, j'étais en train de fouiller sur le site de la SNCF pour avoir des billets moins chers parce que je m'en vais faire un concert en Bourgogne. Donc voilà, j'ai ma guitare qui est là, j'ai mon piano qui est là, j'ai des stylos et des feuilles qui sont juste à portée de main. Je me réveille très tôt, depuis 2 ans, je fais du sport. Avant, je pratiquais pas l'effort physique du tout, mais depuis 2 ans, je fais pas mal de sport, donc ça commence toujours par un peu de sport, ma journée. De la lecture, évidemment, 1 heure de lecture. On passe à la salle de bain, et puis après, je vais dans mon studio. D'accord. J'enregistre, je fais des maquettes, je crée mes chansons, je démarche, j'envoie des mails. Enfin, mon studio, c'est vraiment mon bureau administratif et mon lieu de travail, de création, mon laboratoire. C'est ton antre, on va dire. C'est l'antre de la bête, voilà. L'antre de la bête. Ouais. Est-ce que tu as écouté d'autres interviews que j'ai faites sur les experts? Oui, j'en ai écouté une. Ouais, quand tu m'as dit il y avait c'était une comédienne, alors j'ai plus le nom en tête, une comédienne. Christine Gandois. Voilà. Voilà. Et pourquoi cette question? Dis-moi un peu. Non, tout simplement parce que en général, les gens qui sont interviewés aiment bien écouter ensuite les interviews que je fais, donc. Oui, après voilà, c'est des interviews qui sont généreuses, donc qui sont consistantes. Et si j'étais à la retraite, je pourrais tout me taper l'intégrale, des interviews des experts, mais là j'en ai écouté qu'une.
à ma décharge, j'ai pas eu trop le temps d'écouter le reste. Mais fait bon, tu sais, en une interview, on voit à qui on a affaire, hein, au bout du fil. Donc voilà, ça m'a donné confiance en cet entretien. En tout cas, il y a matière, hein, il y a 300 interviews hein, depuis le début des experts, donc... Bon, il y a qu'à se baisser pour pouf. Voilà, exactement. Merci Samuel Leroy de nous avoir éclairé sur le domaine effectivement d'une production, de ton travail, de ton art. Un livre, une chanson. Je vous invite à vous procurer l'album bien évidemment. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus avec Samuel, comment on peut effectivement continuer cette discussion avec toi hors l'interview justement par les réseaux sociaux, où tu es et où on te trouve? Oui, bah voilà, je vais vous donner un mail, hein, c'est Studio sur les nerfs. Donc studio comme studio, sur les nerfs, nerfs, @orange.fr. Et surtout, j'invite donc les auditrices et les auditeurs des experts, hein, de Libre Antenne, je les invite à aller voir le clip de la chanson qu'on met en avant actuellement, qui s'appelle Ce roman-là, et qui a été tourné, le clip a été tourné majoritairement à la Maison Zola. On a été reçu par l'arrière-petite-fille d'Émile Zola, Madame Martine Leblond Zola. Et le clip a été réalisé par Natacha Zervas et Eric Prados, que je salue et que j'embrasse. Bah merci à toi Samuel, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne.